masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public dans le très bel opéra de Lorraine à Nancy pour un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma avec Pierre Murat de Télérama.fr, Éric Nehoff du Figaro, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession et bien sûr le samedi soir, chaque samedi soir à l'heure du masque, d'une heure en série et je garde la meilleure pour la fin, Sophie Avon de Sud-Ouest, qui est venue aussi au livre sur la place pour signer son nouveau roman Une femme remarquable au Mercure de France. Très beau portrait de sa grand-mère Courage, institutrice à Oran dans l'Algérie française des années 30 aux années 50, avec en préambule ce mot d'Isabelle Eberhardt que j'aime beaucoup. Quand mon cœur souffrait, il commençait à vivre. On parle ce soir évidemment de Dune de Denis Villeneuve, de Serre-moi fort de Mathieu Amalric, de Respect, ce qui est un peu excessif, le biopic d'Aretha Franklin, du Genou d'Aède de Nadav Lapid, de L'origine du monde de Laurent Lafitte, des Amours d'Anaïs de Charline Bourgeois-Taquet et pour finir de l'immarcessible Jean-Paul Belmondo dans Le Courrier de la semaine. Avis partagé sur Bac Nord de Cédric Jiménez pour Jean-Paul Comte. Il n'y a rien à garder. Réalisation nullissime, photo horrible. Le cinéma français est dans un état dramatique. Pour Simon Dutin, en plus d'être tape à l'œil et réac, Bac Nord est malhonnête. En ouverture, un carton nous dit le but de ce film n'est pas de porter une appréciation sur une affaire judiciaire. Or, les 2 heures qui suivent démontrent le contraire. Frédéric, qui habite Orange, dans le Vaucluse, nous écrit en montrant pendant les 3/4 du film des flics se comportaient aussi mal que les dealers qu'ils traquent. Cédric Jiménez met de l'huile sur le feu, d'où la violence dans un cinéma d'Orange et un cocktail Molotov devant le local de police de la ville. Au contraire, tu vas être content Pierrot, au contraire, Pur pour Clément de Paris, Bac Nord est un film de genre génial avec une bande d'acteurs époustouflants. Annie Lost de Saint-Malo a trouvé Bac Nord formidable. Oui, en France, on sait faire des scènes, comme celle évidemment dont on parlait de l'assaut final, qui m'a scotché, nous dit Annie Lost, à mon fauteuil. Arnaud Sanquer a pris son pied devant ce truc sous testostérone, tendu comme un string dès la première seconde. J'ai pas vu le string, hein. J'ai entendu dire que ce film faisait parler au-delà de son aspect cinématographique. Laissez-moi rire. Le réalisateur n'a qu'un but, balancer de l'adrénaline contrebalancée par de l'émotion, nous dit Arnaud Sanquer, durant 1h45. Enfin, Virginie Leutier a bondi lorsqu'elle a entendu Ava Cohen au masque dire donc de Bac Nord qu'elle a parlé de ces flics bas de front qui ne sont que muscles et il n'y a pas de matière grise, a dit notre cher Ava. Virginie Leutier est furieuse. Quel mépris pour les policiers. Je propose que Madame Cohen aille faire compléter sa formation de critique de cinéma par un stage d'1 an dans un commissariat de police de Marseille-Nord. On va le dire à Ava Cohen, je ne suis pas sûr qu'elle ira. Mais voilà, c'est donc des avis plutôt positifs avec des avis très négatifs, ce qui est le rôle à la fois des avis de nos auditeurs, mais aussi du masque et la plume. Et on commence avec l'événement de l'automne, je dis bien de l'automne, la sortie de Dune, le film du Canadien Denis Villeneuve, long de 2h30, lourd, d'un budget de 165 millions de dollars. Je ne donne jamais le budget, mais là, ça se sent, avec l'idole de Pierrot, qui est Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, pauvre Charlotte, Oscar Isaac, Josh Brolin, d'après le roman culte de SF signé Frank Herbert et dont le premier tome avait paru en 1965, un roman biblique psychédélique sur l'adaptation duquel se sont cassés les dents David Lean, Jodorowsky, Ridley Scott,
et que David Lynch a porté à l'écran, c'était il y a 36 ans déjà, dans un film, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais parfaitement oubliable. Dune, que je me garderai de résumer, faute de temps, sinon l'émission entière y passerait, c'est le surnom de la planète désertique Arrakis, où la chaleur frôle les 100 degrés, où des vers géants soulèvent le sable et où est produite une épice précieuse qui permet de prolonger la vie humaine, qui rend possible la navigation interstellaire et qui a des vertus divinatoires. On est en l'an 10191, quand le duc Leto Atreides et Oscar Isaac héritent de cette planète, où il se rend avec sa concubine, Dame Jessica, c'est Rebecca Ferguson, son fils Paul, c'est Timothée Chalamet, et ses meilleurs soldats. Ils vont survoler le désert dans des hélicoptères libellules que je trouve assez réussis. Oui. Hein, j'ai l'avis du spécialiste aéronautique du masque. Supercopter est là. Et rencontrer le peuple autochtone des Fremen qui ont des yeux bleus, qui attendent le Mahdi, le Messie qui suscitera le djihad butlérien et qui sont persécutés par le clan barbare des Harkonnen, qui sont à la fois chauves et imberbes. Et je passe, parce que encore une fois on n'a pas le temps, sur l'ordre du Bene Gesserit, une communauté exclusivement féminine qui joue un rôle très important sur les planètes de l'Imperium, mais dont la mère supérieure est incarnée par Charlotte Rampling. Elle n'a pas de chance, hein, elle sort de Benedetta, elle se retrouve là, mère supérieure de... c'est pas... Bah non, mais c'est la vérité. Ah oui. Oui, enfin, on a entendu ton petit mépris. C'est la même, hein. Ah, c'est la même. Elle devrait se... Alors, il faut dire que c'est épuisant à regarder. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas une once d'émotion. Pas de sentiments, beaucoup de sable, beaucoup de sable. Oui, en même temps. Mais non, mais je dis ça, mais il y a du sable, mais il devrait y avoir le sentiment de chaleur, 100 degrés, et je l'ai pas eu. Pierrot. Mais c'est pour ça que je parlais des hélicoptères, parce que c'est un moment, ils sont tellement beaux, les hélicoptères, qu'on se réveille un peu. Alors, cela dit, je dois dire que je vais être une fois en contradiction avec mon journal, parce que tous les critiques de mon journal, Télérama, ont été très émus. Et c'est ça, une fois de plus, qui me manque, c'est que... même été admiratif. J'en veux beaucoup à Denis Villeneuve, parce que en plus... Moi, je trouve que c'est un metteur en scène qui a beaucoup de talent. J'avais été très, très fan de Blade Runner 2049, qui était déjà un peu froid, c'est vrai. Mais, oui, mais il y avait un personnage, il y avait une quête, il y avait une vision qui était proche presque, une vision presque métaphysique, qui était proche par moment d'Andrei Tarkovsky. Et je me disais que peut-être lui arriverait à rendre à Dune cette épopée de quête mystique. Et là, je suis resté sur ma faim parce qu'en effet, j'ai trouvé ça mais glacé. C'est-à-dire alors c'est magnifique. Les décors sont absolument sublimes. Chaque plan ressemble à un tableau, mais au bout d'un certain temps, on s'ennuie beaucoup, d'autant que paralysé par ces décors, par le fric, par tout ce qu'il avait sans doute à faire dans le contrat, les personnages n'existent pas. Tu parlais de Timothée Chalamet, mais on dirait une vision, on dirait un robot, on dirait une intelligence artificielle. Il n'exprime rien. Et pareil pour... Intelligence, tout de suite les grands mots. Oui, enfin, en plus... Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'il n'a aucun sentiment, rien n'apparaît sur son visage. C'est pas de sa faute, d'ailleurs. On lui a demandé d'exprimer ça, c'est-à-dire de ne rien exprimer du tout. Alors voilà, c'est absolument superbe. Et vous allez c'est superbe. Si, c'est magnifique. Encore une fois, chaque plan est une splendeur. Mais qu'est-ce que la splendeur peut être embêtante et ennuyeuse quand pendant 2h25, il ne se passe rien, aucune émotion. Ils peuvent aller faire n'importe quoi. Moi, personnellement... enfin, ta formule que j'attendais. Moi, personnellement, mais je suis seul de mon journal. Donc, si vous croyez mes confrères, allez-y, ils ont été très émus. Éric, toi personnellement, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, on a compris que ça se passait dans le désert, mais on n'était peut-être pas obligé de demander aux marchands de sable de réaliser le film, parce que c'est quand même un truc où on s'endort beaucoup. Hein, on n'y comprend rien, c'est un peu comme Star Wars. On mélange toutes les tribus, il y a les Harkonnen, les Fremen, les astroïdes, on ne sait pas pourquoi. C'est d'un kitsch. Les uniformes sont... C'est assez kitsch. C'est tellement ringard que ce film... En même temps, c'est la SF des années 60. Hein. C'est plutôt la SFP, là. On a l'impression que ça se passe... C'est dans l'an 10 000, mais on a l'impression qu'ils sont allés dévaliser un vieux vestiaire de l'armée albanaise.
Et on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Ça aurait pu être un épisode inédit de Top Chef parce qu'ils sont à la recherche d'une épice. C'est ça qui fait partout. Là. Alors, il faut parcourir des espaces intersidéraux à la recherche d'une épice. Ça, même Cranbourne n'oserait pas. Elle a des pouvoirs inouïs, cette épice. Oui, et tu disais, on ne sent pas du tout les 100 degrés. Mais moi, j'aurais aimé qu'on sente le second, au moins. Mais il y a absolument aucun humour. Tout ça se prend au sérieux. C'est de la science-fiction, mais démodée, comme on en a vu 1000 fois. Il y a la pauvre Charlotte Rampling, là, qui, après avoir endossé la cornette de la bonne sœur dans Benedetta, là, elle a une burqa grillagée. La prochaine fois, ils vont la mettre en scaphandrier, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle va faire. Alors là, on comprend vraiment que Dune, le meilleur film, ça n'est pas celui de David Lynch, c'est celui qui ne s'est jamais fait, heureusement, celui de Jodorowsky. Puisqu'il y a des astéroïdes. Il y avait Salvador Dali, il y avait Mick Jagger qui devait jouer dedans. Oui, mais les meilleurs films sont les films au conditionnel. Et là, comme je me prenais un peu pour un astéroïde... Je vous rappelle que vous parlez de l'événement qui était présenté et c'est d'un ennui à Venise, à Deauville, et qui est considéré comme le plus grand événement. C'est un triomphe critique, à part nous. Oui, absolument. Comme on est habitué au match. Xavier, ça part d'une bande-annonce un peu mensongère dans laquelle ils ont mis les 3 traits d'humour du film. Alors dans la bande-annonce, on se dit, bon ça y est, ils ont joué le décalage comme ça, Marvel, Avengers, ils ont compris l'air du temps. Bon, il y a 3 traits d'humour que vous entendez dans la bande-annonce. Sur 2h40, évidemment, ils sont un peu dilués, donc autant vous dire que c'est très sentencieux. Ça se prend très, très au sérieux, mais ça, on le sait depuis le début avec on va la refaire. Avec Denis Villeneuve. Je suis étonné qu'il ait cette réputation. Moi, depuis le début, je trouve que c'est vraiment un auteur, mais alors, survendu. Mais vraiment... ça dépend des films, ça dépend. Oui, vous allez me faire le coup, c'est quand même avec Marguerite Duras. Non, c'est bon, non, Incendie, c'était déjà très mauvais. Premier contact, c'est pathétiquement lourd et emprunté en plus à une série britannique. Bref, ne m'énervez pas parce que le pire est à venir. Mais non, c'est un très bon réalisateur. Et là, on voit une bande-annonce, alors pas celle que vous pouvez voir en salle. Une bande-annonce qui dure 45 minutes, hein, tu m'as dit. Une bande-annonce de 2h40, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il ne va pas tout faire rentrer dans ce film-là. Donc au bout d'1h20, il dit non mais regardez, prémonitoirement, c'est compliqué ce soir, le héros voit les images du prochain film. Oui, parce que c'est-à-dire qu'il va se battre. Normalement, il y a encore... c'est une trilogie, hein, je crois. Oui, mais je crois qu'il y a que 2 films pour l'instant. Et d'une et de 2, ce Donc sera. on nous montre une fraction... On va y arriver. On nous montre une fraction de grande bataille épique où Timothée Chalamet saute sur tout le monde, tourne sur lui-même comme un Power Rangers. C'est absolument formidable, ça dure une seconde. Hein. Et puis ensuite, on le voit chevaucher le verre, parce que c'est quand même la seule scène qu'on attend, c'est le moment où il va chevaucher le verre. Je t'en prie. Bah oui, c'est quand même le seul roman sur lequel le héros chevauche un phallus qui a une gueule d'anus. Donc ça vaut la peine quand même d'être cité. Bah si, c'est un tout petit peu ça le seul intérêt de Dune quand même. Donc comme ça n'est pas dans ce film-là, on vous rassure, ce sera dans le prochain, sauf qu'on nous dit qu'il n'est pas filmé. Ah, bah alors s'il n'est pas mis en scène, comment est-ce qu'on va faire? Donc il faut aller se taper celui-ci pour voir le prochain. Oh là là, mon Dieu, ça commence à faire beaucoup de responsabilités. Et puis, si vous allez voir le film, éditez le résumé formidable qu'en a fait Jérôme Garcin. Parce qu'il y a 2 temporalités dans le film. Il y a celle du récit et celle de la mise en scène. Et Denis Villeneuve, et moi je suis d'accord avec Pierre, c'est assez beau, c'est assez flamboyant sur le thème. C'est propre. Sur le principe de la mise en scène, avec une bande-son qui est intéressante, qui est très dans le tambour, qui est très dans l'obsession. Qui est insupportable. Mais oui, mais Tu es sur une planète où tu ne peux pas réveiller le verre. Donc, t'es là. Je t'en prie. Il y a des tambours, évidemment, elle joue contre le film lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est tellement préoccupé à faire des belles arabesques, des beaux mouvements de caméra, que tu te dis, putain, alors, c'est qui là? C'est les Atreides. Mais alors, c'est qui les Atreides? C'est les gentils, c'est les méchants. Mais qui a trahi? Mais qui est l'empereur? Mais où est-ce qu'il est? Alors, moi, j'ai été obligé de rebooter, mais constamment le récit pour me dire, mais alors, l'ectoplasme, enfin, Timothée Chalamet, là, il est dans quel camp? Et alors, la dame, c'est ça. Oh là là. Alors, prenez le résumé de Jérôme, parce qu'il voilà, il vous resituera constamment l'action, sauf qu'au bout d'1h20 de reboot, moi je m'en suis un peu foutu. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a Tu n'es pas le seul. Il n'y a pas de personnage qui s'incarne. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve vraiment ça intéressant sur le point de vue de la bande-son et de la bande musicale. Mais c'est un objet arty qui, malheureusement, reste assez C'est creux. pas beau, vous dites tous que c'est beau, super. Si, c'est beau. Beau. C'est très beau. C'est jaune. Il y a un problème de C'est jaune pendant 2h30. sous-éclairage pendant C'est jaune et ça ne serait pas. Non, les décors sont magnifiques. Les décors sont bien. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis généreux, je te gardais. Oui, comme ça, je vais être brève parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, même si je trouve quand même que Xavier était
été un peu sévère avec Denis Villeneuve, qui est quand même un tout petit peu, qui me semble... Enfin, moi, j'attendais beaucoup plus de lui. Et je trouve qu'en effet, il y a des... Moi, je suis restée de marbre, hein, totalement, sans aucune émotion, en effet. Je pense qu'en effet, il y a... On a l'impression d'avoir vu ça des centaines de fois, quoi. Et alors, on a le sentiment que tous ces films que vous avez cités, Star Wars, Blade Runner, ont siphonné toutes ces thématiques qui sont toujours les mêmes, les guerres, les rivalités, les trahisons. Et on a besoin qu'on nous raconte ça au moins un peu différemment, du moins à travers des personnages. Et en effet, les personnages n'existent pas, ils sont réduits à leur fonction. Et puis, il y a aussi un vrai problème, c'est cette espèce d'étalon, de marque étalon, de marque de fabrique du chef-d'œuvre hollywoodien qui serait dans le gigantisme. Il faut absolument que tout soit monumental, il faut que tout soit grand. Et chaque fois, c'est plus grand, c'est encore plus grand. Or, l'ampleur narrative, elle ne dépend pas de la taille du blocos, ou elle ne dépend pas de la taille du verre. Et du coup, même si je trouve qu'il y a des choses... C'est très long quand même. Hein. Oui, mais on ne le voit pas beaucoup. Mais enfin bon, même s'il y a des choses... Même s'il y a des choses qui sont en effet assez belles dans le film, ce gigantisme, monumentalisme tout le temps n'apporte rien à l'ampleur narrative qui est ailleurs. Tu peux pas coloniser une planète à deux quand même, il faut du monde. Non, mais d'accord, mais même les gros plans, si tu veux, sont trop gros toutes, et tu vois XXL, même les gros plans sont trop, quoi. Donc c'est ça qui marche pas au bout d'un moment. On l'a tellement vu, surtout, on l'a tellement vu. C'était l'événement de l'année, Dune de Denis Villeneuve. Allez, Respect. Signé Liesl Tommy, très long biopic, là encore 2h25, biopic musical de l'immense Aretha Franklin, la reine de la soul. Ça nous a valu un très bon titre d'ailleurs de notre amie Camille Nevers dans Libé cette semaine, un biopic qui saoule. Donc elle est incarnée ici par la chanteuse Jennifer Hudson, vous savez, qui était dans Dreamgirls, avec aussi Forest Whitaker dans le rôle de son père, un pasteur populaire et volage. Son destin commence, vous le savez, à Détroit, dans la paroisse de son père, où Aretha est enfant de chœur et choriste. La suite, le film raconte avec, mais vraiment une précision scrupuleuse, pour autant qu'on suive les 2h20, le mari violent, l'addiction à l'alcool, le combat pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King et pour l'émancipation des femmes, et bien sûr les succès qui s'enchaînent. Les succès qui s'enchaînent, 112 titres dans les charts américains, dont 20 numéros 1. Elle est née en 1942, Aretha Franklin. Elle a chanté lors de l'investiture des présidents Clinton et Obama. Elle est morte en 2018, elle avait 76 ans. Et voilà, Respect. Sophie, tu n'as pas vu. Désolée. Je te comprends. Je suis bien contente, j'ai l'impression. Moi, Aretha Franklin, c'est une chanteuse qui a fait ma grande joie dans la cour d'école, parce que c'était une de mes blagues préférées, je la connaissais pas du tout. On me disait, qui est l'époux d'Aretha Franklin? Sean Connery. Aretha Connery, voilà. Et à peu près, j'allais dire, du CP, du CP jusqu'à la 5e. Franchement. Et même aujourd'hui, si je suis bien préparé, ça continue de me faire rire. Je suis battu, hein, là. Respect. Respect. Non, mais j'aime bien raconter ma vie parce que je pense que ça apporte quand même quelque chose d'assez profond au débat. Mais venir à Nancy pour ça, ça vaut le coup. Hein. Ouais, je trouve aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Paris qui profite de mon génie. Alors, ben voilà, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on sent quand même les producteurs et les scénaristes se frottant les mains à Hollywood en disant « Ah, génial, alors, père violent formidable, mère qui l'a abandonné sublime, on va lui trouver un petit inceste, un petit viol incestueux dans le... Ah, ça c'est formidable, ça c'est merveilleux. Elle va boire, ça c'est super, son mari là-bas, allez, c'est bon, on fait un biopic. » Et alors, effectivement, on déroule la fiche Wikipédia. De temps en temps, on met des chansons pour nous rappeler... Ah ben complètement, non mais ça, il n'y a pas l'ombre d'une originalité, il n'y a pas l'ombre d'une idée de scénario, il n'y a pas l'ombre d'une idée de mise en scène. La comédienne est plutôt bien, moi je trouve qu'elle incarne... Et elle chante bien. Et elle chante très très bien. Alors on est ravis d'entendre évidemment, outre la blague stupide que j'ai rappelée, quelques tubes immenses, et se dire qu'effectivement elle a fait partie de l'histoire américaine pour les bonnes raisons. Mais bien sûr. Les droits civiques, Martin Luther King, Barack Obama. Et en même temps, on se dit, bah, la pauvre, c'est tout ce qu'elle a récolté, un film insipide, creux, qui ne fouille jamais vraiment les zones d'ombre, qui se contente de les étaler comme une espèce d'explication supposément synergique de son talent. Enfin, plus elle a souffert, plus elle a été brillante. Ça a toujours extrêmement douteux. Et ça n'a pas d'intérêt, ni musical, ni cinématographique. Puis on a envie de dire un peu à Hollywood, arrêtez les biopics musicaux, on n'en peut plus. Ah bah ouais. On n'en peut plus. Et pas que à Hollywood d'ailleurs. Eric. Je ne savais pas qu'Épinal se trouvait aux États-Unis. On a droit à un lent et interminable défilé de clichés. Là, c'est le bon gros
pudding à la sauce biopic. C'est effrayant, c'est encore pire que Ray sur Ray Charles, parce qu'il y a là aussi le brave traumatisme d'enfance, le père incestueux, le mari violent, comme vous disiez, et la pauvre petite, là, qui a un talent fou. Et ça se déroule, mais avec une prévisibilité. La comédienne fait ce qu'elle peut. Elle boit trop, elle tombe de scène, mais il n'y a aucune zone d'ombre explorée. C'est une sainte. Elle est pour Martin Luther King et les droits civiques, elle enregistre comme il faut, et la mise en scène est d'une platitude, avec de temps en temps des passages du noir et blanc à la couleur, on ne sait même pas pourquoi, et quand elle est au fond du trou, elle rêve, et elle rêve que sa mère la serre dans ses bras en chantant Amazing Grace, qui est d'un ridicule complet. Non, c'est un film terrible, hein, ça, il faut peut-être voir ça les yeux fermés pour écouter la bande-son. Pierrot. Bon. Mais c'est pire que ça, c'est vraiment. Mais je crois que c'est vraiment. On a quand même bien préparé le terrain. Hein. C'est une mauvaise action. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une mauvaise. Ça s'arrête. Non mais par rapport. Mauvais, mais pour elle. Pour elle, ah oui. Pour elle, pour ce qu'elle représente. Ah oui. Parce que non, mais oui, elle a choisi son. Je pense qu'ils ont attendu. Elle a choisi l'actrice d'ailleurs. Elle a choisi l'actrice. Non, mais voilà, parce qu'en effet, c'était une féministe. Bah, on le sent à peine. Elle s'est engagée auprès de Martin Luther King. Martin Luther King fait 3 petits tours pour dire que ça serait bien qu'elle vienne de temps à autre chanter ce qu'elle dit oui. Enfin, ça n'a absolument aucun intérêt. Et la scène à laquelle tu fais... Alors, elle a eu quand même 2 enfants, dont un à 12 ans. Enfin, et tout ça est expédié dans un flashback. Oui. C'est comme ça, de loin, parce que c'est un peu cru, un peu cruel, un peu sauvage, donc il ne faut absolument pas le dire. Et alors, elle, c'est une sainte. Alors, elle a seulement des démons. Alors, c'est facile, les démons. Alors, elle picole, etc. Et alors, il y a une scène, quand même, que je ne pensais pas qu'on oserait faire aujourd'hui. C'est le fantôme de la mère. Ouais. qui arrive et qui est là et qui la sauve justement de ses démons parce qu'elle est en train de picoler. Et elle lui enlève quasiment la bouteille et elle lui dit faut pas boire. Arrête la vodka, prends voilà. Enfin, c'est démentiel. Allez. Voilà. Attendez, le film s'arrête en 72, donc il y aura une suite. Non. Ah ben forcément. Non. Ce sera Respect contre Frankenstein ou quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise action pour Aretha Franklin, qui méritait mieux que ça. Enfin. Courez voir Respect de Liesl Tommy, le biopic d'Aretha Franklin. Allez, L'origine du monde, ça tu l'as vu, Sophie? Oui. Le premier film comme réalisateur de l'acteur et pensionnaire de la comédie française Laurent Lafitte, avec Laurent Lafitte, Karine Viard, Hélène Vincent, Vincent Macaigne. Pas de film sans Vincent Macaigne. Et là, Lafitte adapte la pièce de Sébastien Thierry, qui avait été créée, je l'avais vu d'ailleurs en 2013 au Rond-Point, qui à l'époque avait provoqué quand même quelques remous. Donc là, c'est Jean-Louis, c'est Laurent Lafitte, c'est la même histoire, qui découvre non sans stupéfaction que son cœur s'est arrêté de battre et il est pourtant bien vivant. Et son copain vétérinaire, il faut toujours aller chercher un vétérinaire plutôt qu'un médecin, qui est donc joué par Macaigne, qui a une tête de vétérinaire d'ailleurs. Il ne comprend pas ce qui se passe. Sa femme Karine Viard non plus. C'est vrai que c'est mystère. Et l'explication, ou du moins la thérapie, c'est une psy, tendance marabout, incarnée très bien, il faut dire, par Nicole Garcia, qui la trouve. Pour que son cœur se remette à battre, Jean-Louis doit remonter à la source de ses problèmes, c'est-à-dire à l'origine du monde, d'où le titre, comprenez à sa mère, et plus exactement au sexe de sa mère, laquelle, qui est jouée par Hélène Vincent, elle a 82 ans, et donc son fils doit, sur l'ordre de la psy, photographier au Polaroid le sexe de celle qu'il a mise au monde. Vous me suivez ou pas? Le programme est vaste, on comprend que Jean-Louis fasse tout pour se défiler. Dans la pièce, ils étaient tous à poil d'ailleurs, tous. Alors là, dans une interview, Lafitte a dit qu'il aimerait être le Pasolini du comique. C'est raté dans les 2 cas. D'où ma question, est-ce qu'il y est arrivé? Sophie? Alors, si tu me poses la question, je ne répondrai pas tout de suite. Non, je ne pense pas qu'il y soit arrivé. Mais au risque d'être extrêmement seule ce soir, je sens vraiment que je vais être très seule. Je trouve que c'est un film gonflé.
Je ne dirais pas culotté, mais la pièce je pense. Aussi d'ailleurs. Oui, c'est gonflé. Ça avait provoqué. Oui, alors je trouve que sur un terrain très délicat, l'absurdité de la situation, l'incongruité des choses, le côté complètement loufoque de la situation l'emporte sur le graveleux, sur l'obscène, sur le sordide. Et je trouve que relativement habilement, c'est peut-être pas de la dentelle, mais ça dit des choses assez fortes, en nous épargnant un pinceau psychanalytique sur les terreurs masculines. Je trouve que ça dit beaucoup de choses. Après, je trouve que c'est plutôt un film pour les hommes que pour les femmes. Je ne dirais pas ça parce que je n'ai pas envie de trancher entre les hommes et les femmes, mais je pense que ça dit beaucoup, oui, sur les terreurs masculines, dans ce sens que ça dit la terreur des hommes face à la vieillesse des femmes, par exemple, des choses comme ça. Je trouve que ça en dit long et de manière relativement comique. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est que Laurent Lafitte en a fait quelque chose de très caustique. De féroce même, et presque une fable sociale. À un moment donné, le début, qui n'est pas dans la pièce, parce que je n'ai pas vu la pièce, mais je l'ai lu, il a ajouté tout le contexte de ce couple qui a tout, en fait, qui a tout pour être heureux, qui est riche, qui est nanti, qui est très content de lui, et puis qui a tout sauf l'essentiel. L'histoire du film est très très proche de l'histoire de la... Oui, sauf que ce début est très important parce qu'il en fait vraiment des monstres. Il en fait des monstres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que leur victime, cette pauvre vieille dame qui est la mère de Laurent Lafitte, enfin du type qui est joué par Laurent Lafitte, qu'on prend pour une victime et qui vient d'un autre milieu, qui, si je puis dire, est resté un peu dans son jus, qui est resté dans un milieu modeste, etc. Eh bien, finalement, elle se révèle être aussi monstrueuse qu'eux. Et j'aime bien cette façon très caustique de renvoyer les classes sociales dos à dos pour finalement montrer que la nature humaine est capable des pires turpitudes. Ça me plaît dans le film. J'aime aussi les personnages. Encore une fois, c'est pas de la dentelle, on est d'accord, et il y a des choses dans le film que je n'aime pas. Mais je trouve que les personnages existent, ils sont vrais, ils y vont, les acteurs y vont. Tu as dit Nicole Garcia, elle est formidable. Elle est formidable en chamane comme ça. Je crois que dans la pièce, c'est un marabout. Elle est psy. Hein. Elle est psy, chamane, pythonisse, elle est un peu... Oui. En tout cas, elle est irrésistible. Irrésistible de drôlerie. Tu as bien tenté, en tout cas, de défendre... Ne serait-ce que pour Nicole Garcia, il faut aller voir le film. Voilà, Et bien, on ne dira pas à nos auditrices et auditeurs s'il y a la photo ou pas, quoi. Ah non, on ne dira pas ça, mais ce n'est pas non plus le plus intéressant dans le film. Non, mais c'est une question que tout le monde se pose, évidemment. Xavier. Alors moi, je suis très embarrassé parce que j'aime bien Laurent Lafitte. Pour des raisons personnelles ou pour des raisons non, parce que là, tout va bien. Non je trouve que c'est quelqu'un qui a une plume, qui a un style, qui a une corosité, effectivement. Une corosité. C'est ça, oui, c'est ça. Une corosité. Causticité. Moi, je me souviens du programme qu'il avait fait sur France Inter avec Zabou Bretman, à votre écoute, coûte que coûte, qui était un petit chef-d'œuvre d'humour à froid, d'humour sombre, nous renvoyant à nos propres phobies, homophobie, transphobie, racisme et tout ça. Donc j'attendais beaucoup de L'Origine du monde, dont je n'avais pas vu la pièce, que je n'irai évidemment jamais voir, celle de Sébastien Thierry. Mais alors, je ne suis pas comme toi, Sophie, je manque sans doute d'empathie. Je vais un petit peu rappeler le début du film. Donc, c'est un couple qui fait l'amour. Madame, visiblement, joue une partition, une simulation qui déplaît fort. Madame Viard. Madame Viard. Donc, il est un peu mécontent. Donc, il va sortir le chien. Comme par hasard, il habite juste en face, sans doute, de la Porte Dauphine. En tout cas, un endroit où il y a des prostituées. En tout cas, des jeunes filles ou des jeunes garçons déguisés en filles qui offrent leurs talons buccaux. Donc, on a une scène de fellation et de perruque coincée dans la braguette qui n'est pas d'une grande finesse. Bon, deuxième personnage... Alors qu'il n'était pas, effectivement, dans la... Oui, puis toute la façon qu'il a de filmer l'appartement aussi. Donc, deuxième personnage féminin, on va dire, un petit peu douteux. Ensuite, il est avocat, il reçoit dans son bureau une jeune fille qui, visiblement, a été très généreuse de son corps lors d'une soirée avec des étudiants et qui s'est retrouvée sur Internet. En gros, elle a couché avec tout le monde devant le téléphone portable et elle est très emmerdée, évidemment, au réveil que ça se soit su. Bon, tu te dis, troisième personnage féminin, va peut-être falloir alléger un tout petit peu la barque. Quatrième personnage... Tu vas pas nous faire tout le film parce que... Non, mais on va arriver. Nicole Garcia qui arrive, donc, il lui dit « Ah, mais bien sûr, il faut photographier le sexe de votre maman. » Grosse rigolade. Donc, on va photographier le sexe de cette vieille petite dame qui va s'avérer avoir été toxique et avoir malmené son héros, donc d'être... C'est pas aussi simple que ça, Xavier, tu sais. Oui, mais sauf qu'à l'écran, c'est 5 personnages de femmes qui sont effroyables,
Et les personnages Pour un d'hommes aussi personnage, sont non, incroyables. Non, mais il oui, est la victime de tout cela, il est le lien victimaire de tout cela. Je suis désolé, moi-même n'y crois pas en le disant parce que je ne pense pas que Laurent Lafitte le soit, mais j'ai une impression de misogynie. Mais pas du tout. La jeune fille qui vient voir l'avocat, qui vient voir Laurent Lafitte, tu oublies de dire qu'elle est avec son père et c'est son père qui est le pire. C'est pas elle, c'est le père qui est odieux. La représentation des femmes, de la personnalité des femmes, et les hommes aussi sont. Des femmes, elle est quand même, moi je trouve gênante. Et les hommes aussi, je veux dire, il a une vision de la nature humaine qui est effectivement qu'on peut trouver plus que féroce, qui est horrible. Mais les hommes et les femmes sont à égalité dans le film. Je regrette. J'en ai marre de cette égalité là. On nous sort en l'occurrence, elle y est. Je veux dire, on peut être misogyne, mais tant qu'on écorche un peu les mecs, tout va bien. Non, Sophie, non. Alors, pas de misogynie quand tu fais d'un personnage, mais il n'y a pas de misogynie. Non, mais on m'a déjà fait le coup il y a 15 jours, il y a 3 semaines, ici au Masque, je ne sais plus sur quelle fille, on m'a dit mais les personnages masculins sont aussi gratignés, ils sont aussi malmenés. Je m'en fous, on n'est pas obligé de gratigner les femmes. Mais on peut quand même faire des personnages de femmes qui sont odieux sans être misogynes, sinon on ne fait plus rien. Sauf qu'il y a un principe. Vous parlez d'un film de Bergman. Non, mais il y a un principe, c'est très systématique, il n'y en a pas une pour relever l'autre. Bon, allez, Eric. Non, mais comme film vulgaire, on va avoir du mal à battre le record parce que si c'est marrant, l'histoire d'un gars qui doit photographier le vagin de sa mère, moi je veux bien, mais il aurait fallu... De 82 ans. Ouais, il aurait fallu un Mel Brooks ou quelqu'un comme ça qui y aille à fond. Mais Marco Ferreri aurait été génial. Oui. Wow, si vous voulez. Mais non, mais le film est d'une lourdeur, c'est interminable, amidonné. Mais amidonné. Attends, là quand même. Non, pas amidonné. Avec quoi? Tout ce que tu veux, mais. Oh, tout est téléphoné. Mais là, je vois que. Sans doute que Benjamin Griveaux était allé voir la psy et qui a dû lui conseiller de faire ça, d'envoyer un selfie. Mais non, mais le film est bête, lourd. Il est tout sauf bête. Mais enfin, terriblement français, c'est ça qui ne va pas. Et on voit que c'est tiré d'une pièce de théâtre parce que le personnage principal, c'est le canapé. Il est tout le temps au milieu de l'écran, ils sont toujours assis dessus, habillés nus. Je sauve un petit peu McCain, qui pour une fois ne joue pas le bobo bohème. Et là, je plains Hélène Vincent, là, la pauvre, elle est excellente, qui est obligée d'aller faire caca dans le lit de ses beaux-parents au cours d'un déjeuner. Mais comment est-ce qu'on peut inventer ça? Oui, non, mais le film est comme ça. Et c'est pas possible. Mais heureusement, les Polaroids s'effacent au bout de quelques années, comme le film. Pierrot, je comprends. Il y a encore un Polaroid, lui, il a encore un Polaroid. Pierre. Oui. Ah ben moi j'ai. Mais tu travailles qu'avec un Polaroid. Oui, c'est hyper tendance le Polaroid. Comment ça se fait que tu me connais si bien? J'arrive pas à comprendre. Non mais moi je comprends ce que dit Sophie, ça pourrait être très bien. Je crois que la pièce. Non mais ça. Je savais que je serais assez seule, ne t'inquiète pas. En effet, comme tu l'as décrit, c'est bien. Le problème, c'est que je suis aussi d'accord avec. Mais non, je sais pas un problème, ça m'étonne pas. Là, j'aime pas employer ce terme-là, mais là c'est quand même un peu misogyne, vraiment, parce que les mecs sont quand même regardés avec une relative indulgence. Et d'ailleurs, le seul personnage vraiment sympathique, c'est Vincent Macaigne, mais qui est très drôle et qui fait supporter le film, parce que vraiment, il rappelle les grands seconds rôles à l'ancienne des années 50. Là, c'est un cinquième rôle, c'est pas un deuxième rôle. Oui, non, mais il est quand même là tout le temps. Et la scène où il essaie d'obtenir pour son copain le fait d'avoir la photo tant désirée par le rêve est assez irrésistible. Mais c'est vrai, tu vois, quand même. C'est très, très, très balourd. Voilà, c'est l'origine du monde. Et balourd. C'est Laurent Lafitte, Serre-moi fort. C'est pas un appel que je lance ce soir. Hein. C'est le 8e film comme réalisateur de l'acteur Mathieu Amalric avec Vicky Krieps et Arié Vortalter, d'après la pièce, encore une pièce, enfin un monologue plutôt de Claudine Galéa. Je reviens de loin, un film dont le résumé est le plus court que j'ai lu depuis très longtemps. Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Cette femme, c'est Clarisse, Vicky Krieps, dont le mari est joué par Arié Vortalter. Elle s'en va en effet un matin, elle quitte sa maison, son homme, ses 2 enfants. Elle part au volant de sa voiture, direction la mer, et pendant 1h35, on est dans sa tête. Sans dessus-dessous, il faut dire. On entend ses voix intérieures, ses dialogues avec les morts. Elle communique par télépathie avec son mari. On ressent sa souffrance, on voit les images que sa mémoire projette, et tout cela au rythme des pièces pour piano de Rameau, de Mozart, de Beethoven, de Debussy. Donc c'est un road movie mental dont le montage totalement achronologique m'a rappelé celui de son film que j'avais beaucoup aimé, Barbara d'Amalric, sans qu'on sache même d'ailleurs si Clarisse est morte ou vivante. Ce film-là, est-ce que vous vous y êtes retrouvé, Eric? Si Darmanin nous écoute, il faudrait... Oh non, arrête, fous-lui la paix, Darmanin. Il faudrait qu'il
qu'il interdise de séjour en France Vicky Krieps parce qu'elle est en train de foutre sa carrière en l'air après le Mir Hansen Love, ce truc-là, qui est un des films les plus irritants, les plus prétentieux, les plus snobs, les plus élitistes, les plus référentiels qu'on ait pu voir. C'est encore pire que Barbara. Comme le type est absolument incapable d'écrire une histoire, il a pris le scénario, et il l'a mis devant un ventilateur et il a ramassé les pages et il a dit on va tourner dans cet ordre. Et là, ça va être génial, les gars. Alors, on voit ce road movie. Au bout de 10 minutes, on se dit ah tiens, j'ai vaguement compris ce qu'il a dû se passer avant. Et effectivement, c'est exactement ce qui va arriver. Vicky Krieps est là au volant de son break, qui est pas mal d'ailleurs. Et la maison aussi, elle est avant. Tu parles du break, là? Ah oui, il est pas mal. Il est assez vite. Mais enfin, t'es critique de cinéma ou t'es critique de voiture? Ah bah, moi, c'est le salon de l'auto. Mais... Hein, il a aimé Drive My Car, donc c'est pour ça. Voilà. Pas que de la voiture pour Drive My Car. Alors, elle chante au volant. On voit que ça va pas très bien. Puis il y a plein de petites affaîtries. À un moment donné, elle s'arrête dans un hôtel ou un restaurant où on passe un documentaire sur Martha Argerich à la télévision. Et il y a un flûtiste qui regarde ça. Elle lui enlève sa veste. Alors, on ne sait pas si c'est de la poésie, du surréalisme, de la folie. Et tout est comme ça. Cette pauvre fille, la scène culmine dans un hôtel de montagne en Espagne où elle est toute seule. Et elle demande pour le petit déjeuner 2 chocolats chauds et 2 cafés dans des bols, entre guillemets. Et là, tu te dis, ah là, c'est un chef-d'œuvre. Non, le film est... le film est putassier, prétentieux. C'est pas le 6e sens auquel ça pourrait ressembler, c'est le 36e dessous. Bon. Pierrot. Ben oui, alors le grand problème, c'est que Mathieu Amalric... Le grand problème, c'est que tu n'es pas d'accord avec ton journal qui a fait, encore une fois, un papier très, très, très élogieux. Oui, je suis pas d'accord avec mon journal. C'est terrible, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il me le pardonnera parce qu'ils sont très généreux. Non, le problème... Qu'ils disent, hein. Oui, qu'ils disent, oui. Enfin, non, c'est vrai. Non, le problème, c'est que Mathieu Amalric avait réussi un film et il avait trouvé un style. Le film s'appelait Tourner. Oui, exact. Qui était formidable. Qui était formidable. Et Barbara aussi, hein, vous avez tort. Barbara aussi, un peu moins, mais Tourner. Pourquoi? Parce que la référence était un peu, de loin, le cinéma de John Cassavetes, c'est-à-dire un cinéma où il prenait le temps de suggérer des choses, de les laisser s'installer, de permettre aux spectateurs de s'installer dans l'intrigue, et en même temps tout en maintenant une tension. Et alors, depuis 2 films surtout, c'est-à-dire son adaptation de Simenon, La Chambre Bleue, et alors celui-là, il fait exactement l'inverse comme un réalisateur, ce qui est bien, fait un film contre l'autre. Mais là, il s'obstine dans une voie qui me semble extrêmement suicidaire, parce que, en fait, le fait de raconter ce mélo, cette petite intrigue d'une femme qui s'en va, on ne sait pas si... Et on passe son temps, au lieu d'être dans l'émotion avec cette héroïne et d'essayer de comprendre ce qu'elle ressent, de compatir avec elle, on passe son temps à dire, alors là, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas? Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, il nous force à une espèce de calcul mental constant qui fait qu'il nous retire du film. Et Vicky Krieps, que je n'aimais pas du tout dans le film de Bergman Island, l'émotion qu'elle suscite, elle est freinée par le metteur en scène. Sophie. Oui, j'avoue que je suis rentrée dans le film et j'en suis sortie très vite parce qu'il y a en effet... Tu veux dire de la salle ou du film? Non, je suis restée devant, je suis sortie du film. J'ai adoré moi aussi Barbara. J'ai trouvé que sa façon de mettre en pièces comme ça la narration était ce parti pris-là était très passionnant dans Barbara. Là, ça montre ses limites. Et en effet, comme dit Pierre, on arrive à une affaîtrie qui fait qu'au lieu de faire advenir l'émotion et la délicatesse et des choses comme ça, des infra-sentiments, on est au contraire dans une sorte d'hyper-contrôle, quoi. Et on a l'impression qu'il se dit, c'est renchéri par une mise en scène où on a l'impression que chaque fois qu'il fait un plan, il se dit, qu'est-ce que je vais essayer de faire de plus original, de plus inédit? Alors, par exemple, elle plonge le visage dans de la glace et à ce plan répond le gamin qui plonge dans le bain. Il y a des mises en parallèle comme ça qui essaient de remplir quand même le vide parce que cette femme, elle fait face au vide. Mais malheureusement, encore une fois, on est dans l'hyper-contrôle, donc la vérité s'effondre. C'est-à-dire que ça prend le dessus sur tout, l'affecterie, l'affectation, et du coup, la vérité n'est plus là, et donc on sort de l'émotion. Xavier. Je suis poignardé en plein cœur. C'est peut-être le plus beau film de l'année.
En tout cas, pour moi, ça l'est incontestablement. Va voir la psy et j'ai un remède. C'est un film bouleversant. Alors, j'ai une c'est petite compliqué idée pour parce toi. que vous l'avez enfoncé, et c'est évidemment votre droit, vous avez le droit d'être bête, mais on voudrait répondre à tout ce que vous avez proposé sans ne rien dévoiler du film, parce que ça, je pense que c'est important, et j'en veux aux journalistes qui ont effectivement un peu éventé. On ne l'a pas fait, tu as remarqué. Si, toi, tu l'as fait. Ne me cherche pas. Mais c'est un film qui repose sur une confiance extraordinaire, communicative, gourmande dans le cinéma comme moyen de transmission d'une histoire que je ne raconterai pas. Il y a des parallèles, il faut aller le voir pour comprendre malheureusement où je veux en venir. Voilà. Prenez le risque de ce film remarquable. Il y a un moment de cinéma que je peux raconter, c'est au début. C'est l'histoire d'une femme qui peut-être s'en va. Je trouve que le résumé est absolument sublime. Synopsis. Promesse un peu évanescente de synopsis à une époque où on veut que tout soit carré. Elle fait tomber une clé sur un piano. Ça enclenche une note et cette note va enclencher peut-être une réalité parallèle dans la cuisine, pas à la même heure, avec une famille qui se réveille. Et tout le film est là. Moi, j'ai eu le plaisir de le voir 2 fois. À la grande question, est-ce qu'on pleure parce qu'on sait ou est-ce qu'on pleure parce qu'on ne sait pas, puisque c'est Amalric qui la pose, cette question. Moi, je peux vous dire qu'on pleure les 2 fois. C'est un film que j'ai encore vraiment en mémoire. Pardon, c'est idiot, mais parce que la béance, la solitude, la fracture de cette femme, il nous la ressent charnellement, sensoriellement par le cinéma. Voilà, moi qui adore les séries télé, eh ben, je trouve que quand il y a des films comme Serre-moi fort sur un grand écran, eh ben, le cinéma a encore de très longues heures devant lui. Et merci à Amalric de nous rendre cette confiance-là. Pardon, c'est idiot, mais... Serre-moi fort de l'acteur et réalisateur Mathieu Amalric. Et je rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent de loin que nous sommes à Nancy dans le très bel opéra de Lorraine, où le public est nombreux et s'il veut intervenir, je le rappelle, des micros sont à sa disposition. Présenté à la semaine de la critique cet été, puisque maintenant le festival de Cannes a lieu au mois de juillet, Les Amours d'Anaïs, le premier long métrage de Charline Bourgeois-Taquet avec Anaïs de Moustier, et qui était déjà l'héroïne de son premier court-métrage, Pauline a servi, avec aussi Denis Podalides. Plus de films sans Denis Podalides aujourd'hui. Hélas. Hélas. Et avec Valéria Bruni-Tedeschi, Anaïs, c'est donc Anaïs de Moustier. Elle ne tient pas en place, elle n'avance pas dans sa thèse sur la littérature du XVIIe. Elle largue son petit copain, elle ne paie pas le loyer de son studio parisien et elle s'amourage d'un éditeur plus tout jeune et pas très performant. C'est donc Denis Podalides, dont la femme, Émilie, est une écrivaine duracienne en vue. On lui consacre même un colloque à genre Cerisy-Lassalle. Et c'est Valéria Bruni-Tedeschi. Et entre la toute jeune et fofolle Anaïs et la romancière moins jeune, mais très charismatique, c'est le coup de foudre. Je ne dirai pas comment ça se termine, évidemment, mais j'ajoute que si Anaïs se fuit, c'est aussi pour éloigner le spectre d'une mère qui est atteinte d'un cancer incurable. C'est un premier film. Moi, c'était une bouffée de bonheur, de couleurs, de drôlerie aussi, parce que c'est très drôle parfois. Sophie, donc ne m'en dites pas du mal, s'il vous plaît. Je ne suis pas aussi enthousiaste que toi, mais je reconnais que c'est un film... Non, mais je vais en dire du bien. Enfin, un peu d'autocratie. Non, c'est un film charmant, je te l'accorde, et plus que ça, mais qui malheureusement souffre un petit peu au début d'être justement, elle veut tellement montrer que ce personnage est vibrionnant, fuit comme ça, est tout le temps en train de courir, etc., que quand même c'est un chouïa surligné. Et puis petit à petit, je trouve que le film trouve son air, E2RE, et sa mélodie aussi d'ailleurs. Petit à petit, c'est quand même l'histoire du film, comment une jeune fille, une jeune femme qui veut être légère, eh bien, va devoir s'ajuster au monde. Et en effet, petit à petit, à cause de sa mère, qui est jouée par la magnifique Anne Canovas, qui est une actrice magnifique, et puis ensuite, la rencontre avec Podalides, et puis évidemment avec la Valéria Bruni-Tedeschi, qui apporte sa douceur et sa pondération. Petit à petit, le film, je trouve, devient en effet très scintillant, atteint quelque chose de profond et tout à fait beau, et effectivement. Mais il est un petit peu gâché par ce début qui m'a malheureusement un peu gâché mon plaisir.
Xavier. Ce serait presque l'inverse. Moi, j'aurais envie de dire courez voir Anaïs parce qu'elle court tout le temps. Oui, ça, c'est sûr. Elle m'a fait penser aux héroïnes que j'aime tant de Jacques Demy. Absolument. Là, j'ai pensé Je trouve pas aussi que c'est à un peu ça. surligné quand même. La référence de Charline Bourgeois-Taquet, c'est le Sauvage de Rapneau. Oui. Mais moi, j'ai plus pensé à un rythme à la demi que. Sa manière dans la digression, dans le dialogue, par exemple, on pense à Lola dans le passage Pommeret, Oui, par exemple, oui. je t'ai mis du rouge, ah comment tu vas, voilà. Et elle le fait très bien parce que d'abord Anaïs Desmoutiers a cette légèreté extraordinaire qu'elle prête au personnage, et je trouve que la mise en scène de Charline, je vais oublier son nom, Bourgeois-Taquet. Bourgeois-Taquet, ouais. épouse très très bien ce mouvement à bon escient parce que les rares moments où Anaïs se pose, c'est des moments de tragédie. C'est Oui, sa oui, mère on qui est en train d'accord, de on est mourir d'accord. Mais d'un ça, c'est très cancer. beau. Oui, oui. C'est comme un petit poisson comme ça qui, quand il s'arrête de nager, est en train de couler. Donc elle continue de bouger. Et c'est pour ça que la fin, je la trouve moins brillante en termes de mise en scène, effectivement plus prévisible, entre guillemets. Mais je ne peux dire qu'une chose, c'est que quand on voit la dernière image du film, on a très envie de prendre l'ascenseur. Vous comprendrez en le voyant. Pierre. Oui, oui, moi je suis comme Xavier, je trouve que le début est absolument magnifique. Elle court, elle se trompe, elle oublie de payer son loyer. Voilà. Il dit même à sa propriétaire, j'ai pas de boulot. Donc, Le dialogue avec la propriétaire est formidable. Voilà, hein. formidable. Non, mais il y a une Oui, mais espèce c'est redondant après avec les Coréens et tout. Ça Oui, moi, revient, c'est surligné quand même. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Et en plus, Anaïs de Moustier, là, fait partie de ce que Truffaut appelait les actrices frénétiques, que j'aime beaucoup, dont le symbole en France a été, dans les années 30, Daniel Darieux, qui faisait ça absolument dans pratiquement tous ses films. Et donc, voilà, d'Orléac après. Voilà. Et donc, il y a un vrai charme, et c'est un personnage très important, le fait que ce soit cette femme-là, cette actrice frénétique, qui brusquement bouleverse la vie des autres et trouve la sienne. Donc, je trouve que c'est un tout petit film. Il faut dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un petit film extrêmement réussi. Éric. Ah bah, la première heure, c'est un tourbillon, c'est fabuleux là, ce qu'elle réussit. Là. Cette actrice là, de Moustier, elle est encore mieux que d'habitude. Là. Vous avez raison de citer Deneuve chez Rapneau ou Anouk Aimée dans Lola. Elle porte le film à bout de bras. Là. Et pour une fois, un personnage d'intellectuel, puisqu'elle écrit une thèse en Sorbonne, elle rencontre un éditeur, la femme de l'éditeur est une sous-Duras, qui écrit un livre qui s'appelle La hardiesse, c'est assez marrant, et là, ça baisse un petit peu de tension. Mais sinon, un premier film comme ça, moi, j'aimerais en voir toutes les semaines. Là, ça sent vraiment le plaisir. D'accord avec toi. Et non, allez-y, courez-y comme l'héroïne. Et à mon avis, J'ai fait celle-là. Pardon. il y aura Combien ? Il y aura d'autres films derrière. Les Amours d'Anaïs, c'est donc signé Charline Bourgeois-Taquet très rapidement, Le genou d'Aed de l'Israélien Nadav Lapid, qui a reçu le prix du jury à Cannes, quand même, où un cinéaste israélien joué par Avshalom Polak, qui est le double évidemment de Lapid, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection d'un de ses films, et il rencontre une femme qui est jouée par Nour Fibak, fonctionnaire du ministère de la Culture, qui lui demande de contrôler tous les sujets qui seront abordés pendant le débat avec le public, d'où les deux combats qu'il juge perdus, contre ce qu'il pense être la mort de la liberté en Israël, et contre la mort prochaine de sa mère, qui elle aussi est atteinte d'un cancer incurable. Vous me dites là rapidement ce que vous en pensez, Pierre. Ah, c'est compliqué de faire rapidement parce que Oui, mais non, je sais. Si on veut évoquer, Non, je le absolument. souhaiterais. Alors, c'est un cinéaste rageur, incandescent. Il déteste son pays, en tout cas, sinon son pays, la politique de son pays. Alors évidemment, comme on a tendance à dire, c'est plus facile de détester son pays quand on est israélien, parce qu'il ferait le même film s'il était russe, nord-coréen, il serait plus là. Donc il a tout à fait le droit. Il y a une espèce de force dans sa rage. Alors pour faire court, j'aime bien ça. Le petit problème, c'est la mise en scène avec cette caméra qui va n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, dans la première partie surtout, alors que le film vraiment devient très fort à la fin, mais la première partie, il y a une espèce de virtuosité alambiquée et qui ne sert à rien. Je rappelle le prix du jury à Cannes quand même. Éric. Il faut se méfier de ce titre à la Rohmer parce qu'il est totalement mensonger. J'ai rarement vu un film aussi antipathique. C'est un truc, on dit que c'est un film abrasif, rugueux, mais je suis désolé, un film, c'est pas une Pierre Ponce, ça ne doit pas servir à ça. Le type, le héros, vraiment, lui, pour la modestie, ne craint personne, il se présente comme le diable, il est très très content de lui.
Et puis, il y a un truc assez gênant, c'est que la caméra se met à faire des loopings, on ne sait pas pourquoi, tout ça est très, très en train de se regarder filmer. Et la brave bibliothécaire qui a le malheur de lui confier ce qu'elle pense de ses supérieurs en disant du mal, ce salaud l'enregistre et la menace. Alors, je trouve ça très douteux. Alors, Nadav Lapid a le droit de ne pas aimer Israël, c'est son problème, mais nous, notre problème, c'est que le cinéma ne l'aime pas. Xavier. Sur le même sujet, moi je trouve qu'il avait réalisé un film formidable qui était Synonyme, mais qui était beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant. Là, je vais faire court, je vais céder la parole à Sophie, parce que je me suis déjà prononcé sur le film lors du Masque de Cannes. Je trouve qu'effectivement, il se trompe de race. Il se trompe de cible. Bon, il n'aime pas son pays, il a le droit. Il nous donne 2-3 éléments que je trouve très biaisés, effectivement, dans sa démonstration et qui ne mènent nulle part. Et quand on écrit un personnage et qu'on écrit sa rage, à un moment, il se sert d'un verre d'eau au robinet et plutôt que de vider le verre d'eau dans le lavabo, il le balance contre le mur. Bon, c'est très sommaire, on va dire, comme descriptif. Bon, c'est vrai que c'est pas un film aimable, c'est un film porté par cette idée que la violence, quand on l'a subie depuis toujours, nous avilit, nous salit, et que surtout, elle nous condamne à la haine, elle nous condamne à l'hostilité. Donc, c'est un film hostile. En effet, c'est un film où tout est hostile. Les cailloux, le soleil, même ce lac qui devrait être un moment de quiétude dans le film, eh ben, il est lui aussi le produit de la violence, puisqu'il est dû aux crues qui ont meurtri la terre. Donc, tout dans ce film hérisse, dérange, écorche, c'est sa rage, c'est un film sur le chagrin aussi. Alors c'est antipathique, c'est pas un film que j'aime vraiment, mais je trouve qu'il est intéressant. Le genou d'Aed de Nadav Lapid. Allez, voici venu le moment des conseils que pour une fois je voudrais remplacer par un hommage collectif à Jean-Paul Belmondo. Dites-moi quel film de lui a votre préférence et donnez-nous envie de revoir Bébel et tant qu'à faire. Où et comment accéder au film que vous allez choisir? On va commencer avec Sophie. Eh ben, j'ai réfléchi, je me suis rangée à l'idée de Xavier qui m'a dit c'est l'enfance qu'il faut consulter. Moi, enfant, j'ai vu Les Mariés de l'an 2. C'est un film de 71. C'est un film en costume, c'est un film sur la Révolution et c'est en fait un film sur le couple, avec évidemment. Marlène Jobert. Marlène Jobert. Et sur comment un couple peut durer, comment un couple peut-il durer. C'est vraiment un film qui interroge ça. Enfin, je ne l'ai pas revu, hein, mais je pense que c'est ça. Et il est comme on l'aime, c'est-à-dire à la fois léger, physique, vibrionnant, et en même temps il est tendre. À un moment donné, il dit à Marlène Jobert mais enfin, mon moineau, tout bouge. Voilà, et ça le résume, tout bouge. Et avec une musique merveilleuse, dans mon souvenir. Alors, on le trouve où, Les Mariés de l'an 2? Alors, je n'en ai aucune idée. Je suis désolée, je pense que dans le mail. Oui, je vous avais envoyé un message en disant donnez-moi bien l'origine. On va le trouver. Je suis navrée, mais je pense que ça se trouve facilement. Ouais. Le Bébel de Xavier. C'est un film de 1967 et Bébel, donc Jean-Paul Belmondo, résumait son personnage en disant « Il devient voleur par dépit et le reste par plaisir ». C'est Le voleur de Louis Malle de 1967, une œuvre très subversive, très anarchiste, parce que dans cette histoire de monte en l'air assez élégant comme ça, qui habite les toits de Paris et qui détrousse les grands bourgeois, il y a une scène qui nous stupéfie à un moment, d'échafaud, d'exécution capitale glaçante, d'une froideur sans nom, alors que le film est plutôt sensuel, puisqu'au cours de ces cambriolages, eh bien, Bébel a la chance de rencontrer la plus belle affiche du cinéma français de l'époque, Marlène Jobert, déjà, Françoise Fabian, Martine Sarcey, la porteuse de pain qui m'a tant fait pleurer quand j'étais enfant, mais j'arrête là pour aujourd'hui, Bernadette Lafont et peut-être le plus bel écrin des diamants qu'il volera pendant ce film, Marie Dubois et Geneviève Bujold. Il y a une scène où il va... J'ai cru que tu allais parler de Mylène Farmer, j'ai eu peur. Elle aurait adoré, elle aurait pu. Il y a une scène où il va cambrioler donc un bourgeois et un coffre-fort, et l'épouse de ce dernier est déjà en train d'essayer de fracturer le... Et il lui dit, mais madame, vous n'y arriverez pas du tout comme ça. Il faut un bon outil. Donc, ouais. Et Marie Dubois le regarde et il y a une scène de séduction. Il lui rend sa liberté à tout point de vue. C'est un film à revoir. C'est adapté d'un roman de Georges Darien qui était en plus vraiment un anticlérical, un vrai anard. Et tout l'esprit de ce film est porté justement par cette vision comme ça un peu anarchiste du monde et de la société. Et c'est chez Fnac, édition Fnac. Voilà. Ouais, tu es un bon élève. Merci Xavier. Eric. Docteur Popol, parce que c'est un des plus gros nanars qui est tourné Belmondo, avec Stavisky. Mais Docteur Popol est absolument introuvable, donc je ne pourrais pas donner le nom de l'éditeur. Et c'est un film où Bébel joue un médecin
érotomane qui est marié à Mia Farrow, bigleuse et enlaidie, et avec Laura Antonelli telle qu'en elle-même à l'époque, puisque le film date de 72. Et c'est écrit par Paul Gégoff. C'est d'une méchanceté, d'une laideur, d'une vacherie, d'une franchouillardise. Je n'ai pas revu le film depuis la sortie et j'aimerais tellement revoir ça et je ne sais pas comment faire. Heureusement que je vous ai demandé de me donner le bébé que vous aimiez. Personne pour parler d'À bout de souffle. Personne. Franchement. J'ai hésité, mais enfin... Bon, puisque vous me demandez. Pierre. J'ai choisi L'Homme de Rio. L'Homme de Rio Philippe de Broca. Non, mais parce que c'est peut-être le film où Belmondo est le plus drôle, le plus léger, le plus aventurier, le plus aérien, parce que le couple qu'il forme avec Françoise d'Orléac est inoubliable, parce que le film, je l'ai vu 25 fois au moins, et il passe de temps à autre, et chaque fois qu'on le voit, je peux vous affirmer qu'il n'a pas pris une ride, il est absolument étincelant de la première à la dernière image, et puis c'est le film de mon adolescence, voilà. C'est ce qui m'a fait rencontrer Belmondo, et c'est pas un film muet pourtant. Et non. Et on le trouve où, Pierre? Alors, on le trouve chez le Blu-ray chez TF1 Vidéo et en VOD à la Cinétech, à Canal VOD et Univers Ciné. Et il est restauré cette année. Et il est parti finalement de plusieurs manifestations qui montrent des films restaurés. Donc on va le voir en plus éclatant de couleurs. Et je vous promets qu'on va trouver sur le site du Masque et la Plume, on trouvera l'éditeur ou la VOD des Mariés. À bout de souffle, il faut le voir. Je pense que c'est la Cinétech d'ailleurs, les Mariés de l'an 2. Rôle fou. Merci pour tous ces conseils belmondiens. Et merci que vous retrouvez sur le site du Masque et de la Plume, bien sûr, franceinter.fr. Et merci Sophie Avon, Xavier Le Herper, Pierre Murat, Éric Nehoff pour cette émission qui était présentée comme chaque semaine par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir à la technique, à l'Opéra National de Lorraine, il y avait, et je les remercie, Benjamin Perru, Laurent César, Tanguy Lecorneau, Charles Bouticourt, Jean-Michel Manière, David Abécassis, chargé de production, et pour la réalisation, l'excellent Xavier Pistugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, il aura lieu non pas ici à Nancy, mais le jeudi 23 septembre à partir de 19h au Théâtre de l'Alliance Française à Paris, 101 boulevard Raspail dans le 6e, pour 2 émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Je vous dis, dans une semaine on parlera de cinéma, je vous dis à dimanche prochain sur France Inter évidemment.